Un groupe de plus de 100 députés nationaux veut obtenir le départ de Christophe Mbosso de la tête de l'Assemblée nationale. Il lui est reproché un laxisme au sujet du calendrier de l'élection du bureau définitif. Jusqu'à présent, aucune date n'a été fixée officiellement. À midi, ce mercredi, un grave incendie a été signalé dans les installations de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Bukavu. Le feu reste d'origine encore inconnue jusqu'à présent. 2 ans plus tard, toujours pas de nouvelles sur les appels d'offres pétroliers et gaziers lancés par le gouvernement. Le mouvement Le Congo n'est pas à vendre est de nouveau monté au créneau pour dénoncer les lacunes dans la procédure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça bouge du côté de l'Assemblée nationale. Les élus, fatigués d'attendre un geste de la part du président du bureau provisoire, ont pris la décision de le mettre hors jeu. Un document signé par plus de 100 députés circule sur les réseaux sociaux. Il est reproché à l'octogénaire de tirer les choses en longueur pour l'installation du bureau définitif après sa défaite aux primaires organisées par l'Union Sacrée. Aux dernières nouvelles, un calendrier pourrait être publié de suite de cette pression. Honorables députés nationaux, réunis au sein de la dynamique surveillance, dénonçons et condamnons les blocages des activités à l'Assemblée nationale entretenus par le bureau provisoire en cette période où cette chambre parlementaire exécuterait de plein pouvoir ses missions constitutionnelles. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale ne dispose de son bureau définitif plus de 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par le bureau provisoire jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif afin de permettre à l'Assemblée nationale de joindre ses efforts à ceux de son Excellence Monsieur le Président de la République. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein, de la représentation équitable de la femme et des provinces. C'était au mois de juillet de l'année 2022. Le gouvernement les avait lancés tambour battant en invoquant la question de souveraineté. Les appels d'offres pétroliers et gaziers sont toujours au point mort, près de 2 ans plus tard. Aucun vrai contrat n'a été signé et les investisseurs peinent à venir. La société civile, dont le mouvement Le Congo n'est pas à vendre, est à nouveau monté au créneau pour dénoncer les lacunes dans la procédure et le problème de transparence. Appel d'offres du secteur des hydrocarbures en RDC, risque de dette plutôt que de recettes, c'est le titre du rapport rendu public ce jour lors d'une conférence de presse par 3 experts de la société civile, membres de l'organisation Le Congo n'est pas à vendre. Le processus d'appel d'offres lancé en juillet 2022 est entaché de faiblesse et ferait perdre plus d'argent à l'État congolais qu'il ne gagnerait, d'autant plus que la tendance actuelle est de se tourner vers les énergies vertes, ont estimé ces experts qui ont dénoncé par ailleurs le manque de transparence dans ces appels. Par exemple, les PV, les comptes rendus des conseils des ministres que nous avons exploités nous ont montré qu'au niveau du conseil des ministres, il y a 16 blocs qui ont été approuvés. Et le conseil suivant, je pense 62e, on a parlé de blocs gaziers qui seraient également soumis à l'appel d'offres. À ce jour, pour avoir mal négocié avec certaines entreprises, l'État a dû payer des millions de dollars. L'organisation de la société civile a recommandé au gouvernement de réaliser des études approfondies en vue de déterminer le véritable potentiel géologique. L'appel d'offres a été lancé dans un contexte où on n'a pas suffisamment de données pour attirer les investisseurs. C'est pour cela que je voulais voir depuis que les appels d'offres ont été lancés en 2022 au mois de juillet, jusqu'aujourd'hui 2024, le mois de mai,
il n'y a pas toujours un preneur pour les blocs pétroliers. Le Congo n'est pas à vendre, c'est aussi plein des possibles impacts environnementaux de ces exploitations et a recommandé au gouvernement de s'assurer du respect des principes interdisant l'exploitation des hydrocarbures dans les aires protégées. À l'inspection générale de la police, le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchi Diave, a tenu une séance de restitution des résolutions prises lors de la réunion d'évaluation de l'opération Panthère Noire dans la ville de Kinshasa. Une réunion présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il en ressort que le bilan de cette opération est positif. Jusqu'à ce jour, plus de 1000 Koulouna ont été arrêtés. Cette réunion avec les directeurs et inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise avait pour but la restitution de la réunion tenue par les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité sur l'évaluation de l'opération Panthère Noire menée par la PNC dans la ville-province de Kinshasa. D'ores et déjà, les bilans est jugé positif. 1000 Koulouna sont déjà aux arrêts envoyés au service national et les autres sont à la disposition de la police. Un seul cas négatif, c'est celui lié au meurtre de Madame Toumbaka Kondé et son fils par des individus non autrement identifiés. Sur ce, l'inspecteur général, le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchi Diave, a annoncé les instructions du VPM à l'IGPNC de faire correctement son travail, de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police. L'IGPNC a en outre séance tenante annoncé le lancement de l'opération d'identification des éléments de la police en commençant par la ville de Kinshasa dans un bref délai. Le commissaire divisionnaire principal a également exhorté ses inspecteurs à poursuivre leur travail de terrain pour traquer tout policier qui ne travaille pas conformément aux règlements et lois de la République. Pour terminer, Patience Mouchi Diave a appelé la population à collaborer avec l'inspection générale de la police en dénonçant tout cas de policiers qui se comportent mal dans l'exercice de ses fonctions sur terrain. Débutait mardi la réunion interministérielle RDC-Zambie sous l'égide de la SADC, axée sur la résolution des problèmes persistants rencontrés au poste frontière de Kasumbalesa, Sakania, Mokambo et Kipushi entre les deux pays. C'est poursuivi ce mercredi au Pullman Hotel de Kinshasa. Il était question pour les experts de la RDC et de la Zambie de mettre en place des outils opérationnels frontaliers intelligents et des améliorations en matière de facilitation des échanges afin de réduire le coût du commerce frontalier. Au deuxième jour des travaux, c'est le ministre d'État en charge de l'intégration régionale de la RDC, Antipas Moussania-Mouissi, qui a donné le go pour permettre aux hauts fonctionnaires de ces deux pays d'examiner les résolutions qui ont été proposées par les experts avant de les soumettre à leur tour aux ministres impliqués. Dans son mot, Moussania-Mouissi a invité les hauts fonctionnaires de deux pays, avec l'appui de la SADC, à produire un travail de qualité. La réunion de ce jour représente une plateforme essentielle pour débattre des difficultés rencontrées. Passer à revue les avancées annoncées de part et d'autre et formuler des propositions concrètes à vue de solutions durables. Il est impératif de travailler ensemble en tant que partenaires régionaux pour identifier les obstacles spécifiques, élaborer des stratégies efficaces et prendre des mesures qui facilitent le passage des marchandises afin d'améliorer la sécurité et les conditions des travailleurs et des transporteurs. Sur ce, je déclare ouverte la réunion de hauts fonctionnaires du groupe de travail interministériel des Zambie RDC sur la résolution de problèmes rencontrés au poste frontalier de Kasumbalesa. Peu avant, la secrétaire exécutive adjointe de la SADC, Angèle Makombo, a rappelé le contexte de ces assises, évoquant le 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu le 17 août 2023 à Luanda en Angola, qui avait examiné le problème de poste frontalier de Kasumbalesa entre la Zambie et la RDC et avait chargé le secrétariat de constituer un groupe de travail interministériel. La promesse a été tenue ce jour. Ces assises vont se clôturer ce jeudi à l'issue de la réunion interministérielle.
Un incendie est signalé ce mercredi aux alentours de midi dans les installations de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Bukavu, installation louée par une structure privée. La directrice générale de l'ONAPAC exige une enquête pour que lumière soit faite sur cette affaire. D'après les informations sur place, le feu, dont l'origine reste inconnue jusque-là, est parti d'un bâtiment qui se trouve dans les installations de l'ONAPAC qui avait récemment dénoncé plusieurs cas de fraude de café congolais via le lac Kivu en destination du Rwanda. Les cas des irrégularités des élections des gouverneurs et sénateurs dans plusieurs provinces continuent à être dénoncés dans plusieurs coins de la RDC. Notre rédaction s'est focalisée sur le cas de la province du Tanganyika. Il y aurait soit fraude, soit erreur matérielle dans la désignation du nouveau gouverneur de la province. Jean-David Kilolo nous détaille le sujet. Que des dénonciations sur les déroulements des élections de gouverneurs et sénateurs dans la province de Tanganyika et dans d'autres provinces. Il y a peu de véhicules réservés aux députés pour obtenir de ces derniers leur voix. Ces engins roulants seraient déjà dans les bateaux. Des dispositions seraient prises pour contourner la vigilance des services de sécurité qui suivent l'itinérance de ces véhicules, qui seraient certainement des corruptions. Selon des sources concordantes, les déclarants en douane, parti politique ACO qui venait d'obtenir le poste de gouverneur de province avec 16 voix. Version donnée par les médias en ligne tels que actualité.cd, encore même les tweets du président de l'Assemblée provinciale, Cyril Kimpou, qui avant la fin du dépouillement des votes annoncés, soit une heure avant que le candidat gouverneur Christian Kitungwa aurait obtenu 16 voix sur 25, juste après que l'on a publié 17 voix sur 25. Des tripatouillages ont émaillé les résultats des sénateurs élus. Est-ce par coïncidence ou une démarche de mercenariat orchestrée par le parti politique ACO qui a vu son candidat sénateur malheureux, Loulou Kitenge, proclamé élu en lieu et place de Massoudi Kilela? Est-ce une erreur matérielle ou tentative de dédoublement? Somme toute, les résultats annoncés avant que la CENI ait publié le vrai gagnant. Cela suscite tant de probabilités telles que ces élections étaient déjà jouées dans les officines politiques et que le parti présidentiel était roulé dans la farine. Les cas de Tanganyika coïncident avec la volonté de la ministre nationale de la justice qui avait mis en garde les corrupteurs et les corrompus des élections des grands électeurs. Une occasion en or pour la ministre de Justice de boucler son mandat par une enquête appropriée et approfondie au Tanganyika afin de dénicher ceux qui ternissent l'image du chef de l'État et celle de l'État de droit en République démocratique du Congo. Désormais, le conseil communal de Dilala a son bureau définitif. C'est le conseiller municipal Lido Karaj Poulain qui a été plébiscité étant candidat unique à ce poste. Plusieurs personnalités ont participé à cette plénière élective. Le président élu promet de faire une politique de proximité pour l'intérêt de la municipalité de Dilala. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour ce mercredi 8 mai 2024 au conseil communal de Dilala. Il s'agit de l'élection et installation du bureau définitif. Les seuls candidats aux différents postes ont été élus par plébiscite. Conformément à l'article 32, alinéa 2 de notre règlement intérieur, qui stipule, je cite, en cas de candidature unique, les candidats plébiscités par la plénière. Nous allons ce jour installer le bureau définitif de notre institution par plébiscite, comme le bureau provisoire a enregistré une seule candidature par poste. Nos sincères et chaleureuses félicitations sont spécialement adressées à l'honorable président élu, en la personne de M. Ludovic Karaj Poulain. Les insignes du pouvoir ont été remis au président du bureau définitif, Ludovic Karaj Poulain, dans une ambiance électrisante. Pour la gestion de notre assemblée, de notre conseil communal. Et je vous passe aussi les marteaux. Pour assurer la police de l'État.
Réagissant à son élection, le président du bureau définitif rassure que son institution va s'enquérir de la situation dans tous les quartiers de la commune de Dilela afin de récolter les desiderata de la population. Nous allons nous atteler pour faire des descentes, entrer en contact avec nos populations afin de cibler tous les quartiers et qu'on connaisse tout ce dont ils ont besoin, quels sont leurs problèmes et difficultés, afin de rallier cela à notre agenda et de réagir promptement pour que la population de la commune de Dilala se sente vraiment accompagnée par le conseil. Parmi les grandes missions qui attendent ces bureaux, on peut noter l'élection des conseillers urbains de Kolwezi et l'élection du bourgmestre et bourgmestre adjoint de la commune de Dilala. Soutien à Jacques Kabula Katoué après sa réélection comme gouverneur du Haut-Katanga. L'association sans but lucratif Les Amis de Serge Lunda, à travers ses comités de Sakania, Kambov et Kasumbalesa, a félicité le gouverneur Kabula et son adjoint Kazembe, à qui elle promet un accompagnement tout au long de ce mandat. Les membres de la SBL, les amis de Serge Lunda, fils du terroir à Sakania et homme de confiance du gouverneur Jacques Kabula Katoué, des comités Sakania, Mokambo et Kasumbalesa ont dans un message livré le samedi 4 mai dernier présenté leurs vives félicitations au gouverneur réélu du Haut-Katanga Jacques Kabula Katoué et à son vice Martin Kazembe Choula, tout en leur promettant leur accompagnement pour ces seconds mandats. Qu'il nous soit permis de commencer par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en la modeste personne de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à tous les députés de l'Union sacrée élus, à son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, autorité morale de la RDEV, fils du Haut-Katanga, patriote conscient, meilleur disciple de Fachi Béton. Nous avons suivi avec attention les réalisations ou le bilan durant votre exercice passé dont nous vous félicitons. En plus, nous avons de même suivi votre admirable projet de société pour l'actuel mandat. Nous profitons de cette opportunité pour vous rassurer de notre accompagnement aux côtés et autour de vous dans la réalisation des projets de développement qui sont en vous pour le bien-être de la population haut-katangaise. À l'occasion, 2 moutons ont été présentés comme cadeau au gouverneur Jacques Kabula Katoué en présence du représentant du président de la SBL, le docteur Franck Malenga. Dans le Haut-Katanga toujours, la municipalité de Panda, Alikassi, fait beaucoup parler d'elle. Amélioration d'infrastructures routières, distribution d'eau, insalubrité. Son bourgmestre Moutandambika est très applaudi par la population, tel que vous le verrez dans ce reportage. Le bourgmestre de la commune de Panda, M. Sébastien Moutambambika, s'est totalement investi pour rendre palpable la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa municipalité. À raconter par exemple où l'eau était une véritable denrée rare qui, grâce à son savoir-faire, à ce jour, ce coin est doté de bornes et fontaines finies, le calvaire. À ceci s'ajoute l'amélioration des infrastructures routières. La population peut circuler dans un sens comme dans un autre. Pour voir de l'eau, il faut aller combien de kilomètres? 5 kilomètres à pied. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes là vraiment, c'est bon ça, hein? Moutambambika Sébastien, un travailleur acharné, un ancien jacabinard, s'est également investi avec la dernière rigueur à lutter contre l'insalubrité dans sa municipalité. De nos jours, la commune de Panda passe pour l'une des communes propres de la province du Haut-Katanga. J'en suis fier. Ça ne me donne plus le goût d'aller habiter ailleurs. Par exemple, aller en ville, ça ne me dit plus rien. Je pense que depuis l'avènement de M. Moutamba à la tête de cette commune, les choses sont en train d'être améliorées. Les vents de modernité soufflent dans la commune de Panda. Fini le point noir. Les avenues sont éclairées les unes après les autres. Très contents, nous sommes très fiers parce que avec cet éclairage, c'est vraiment un signe de développement. Moutambambika, monsieur développement qui fait toute la différence. Il devient donc
un acquis à conserver. La commune de Panda est située dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. La 5e édition du Forum Katanga Business Meeting à Kolwezi, au Lualaba, a été une vitrine pour l'entreprise minière Shemaf of Africa. Shemaf a profité pour exposer ses grands projets, dont celui de Mutoshi, devant plusieurs acteurs du secteur minier artisanal. Ces derniers ont été éblouis par toutes ces réalisations qui boostent ce secteur, notamment avec la création d'emplois. À la 5e édition du Forum Katanga Business Meeting, le stand Chemical of Africa a été un centre d'attraction. Shemaf a profité pour présenter ses grands projets, dont celui des Mutoshi, aux autorités politiques, aux investisseurs et aux acteurs du secteur minier artisanal. Nous venons avec deux grands projets. Nous avons le projet Mutoshi, ici à Kolwezi, et le projet Étoile à Lumbashi, à Kalukulu. En dehors de ces deux grands projets, nous avons aussi deux autres projets qu'on va exposer. Vous voyez le projet Nord Katanga et le projet Lubudi. Avec ses importants gisements riches en cuivre, cobalt et étain, la société Shemaf est un acteur clé dans la transition énergétique. Nous sommes venus avec différents types de roches. Parce que nous savons, Kolwezi, les gens disent que c'est une ville cupro-cobaltifère, c'est la capitale du cobalt. Mais on a constaté qu'il était nécessaire que l'on puisse, comme il y aura des invités venant d'ici et là, que l'on puisse amener aussi les roches qui vont faire témoignage de ce minerai de cuivre et de cobalt et même son origine. Shemaf, c'est aussi des usines métallurgiques. L'entreprise prévoit la création des emplois dans les années à venir. Nous étalons les projets à venir que Shemaf est en train de réaliser. Ça va donner une lueur d'espoir à la jeunesse congolaise, à la jeunesse du Lualaba, pour envisager les jeunes ingénieurs qui sont encore aux études de trouver un emploi. Chemical of Africa, cette entreprise chinoise basée en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi et à Kolwezi, a aussi d'autres projets comme celui de la création d'une cimenterie et de production de chaux vives au niveau des Lobodi avec les calcaires. Shemaf, c'est 20 ans d'expérience dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Le 8 mai, le monde commémore la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et occasion également de célébrer l'action humanitaire locale et mondiale. Cette journée honore l'héritage d'Henri Dunant, le volontaire pionnier qui a fondé le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge il y a aujourd'hui plus de 160 ans. Le thème de cette année est maintenir l'humanité en vie. Il s'agit d'un appel à célébrer ceux qui donnent de leur temps, leur énergie et parfois de leur vie pour alléger les souffrances des autres et protéger leur dignité humaine inhérente. De part d'autres dans le monde, des conférences sont organisées pour célébrer la journée. À Kinshasa, les membres de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo se sont réunis ce mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte. La manifestation a connu la participation des différents officiels congolais. Les membres de la Croix-Rouge œuvrent pour l'amélioration des conditions d'existence des populations les plus vulnérables. Aujourd'hui, il faut dire que les défis sont nombreux, surtout dans la réalité du Congo, où nous avons beaucoup de défis humanitaires avec la crise de l'Est et dans laquelle crise vous voyez au chevet des populations déplacées, les volontaires de la Croix-Rouge qui travaillent, mais parfois dans des conditions difficiles et avec un accès limité aux ressources. Les ressources financières sont très limitées et c'est pour nous l'occasion de lancer encore ces plaidoyers auprès du gouvernement. Pour la secrétaire générale de la Croix-Rouge, Gloria Lombo-Polo, la Croix-Rouge RDC travaille à travers des programmes de développement communautaire durable, des activités de secours et en intervenant lors des catastrophes. La date du 8 mai a été choisie pour célébrer la Croix-Rouge en référence à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enfants orphelins du VIH-Sida, la Fondation Calixte Mounana a communié avec les orphelins de Kasavubu dans différents instituts supérieurs dans l'objectif de sensibiliser et leur donner confiance et sourire.
7 mai de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des orphelins du VIH-Sida. La fondation Calixte Mounana, à travers sa présidente Nathalie Aziza Mounana et toute son équipe de médecins, ont organisé une série des activités pour accompagner les orphelins. D'entrée des jeux, c'est une messe d'action de grâce, question de remercier les bons dieux pour tous ces bienfaits à l'égard de son équipe et à l'égard des enfants orphelins. Par après, Aziz Mounana a visité les enfants orphelins de la division urbaine des affaires sociales et solidarité des Kassavoubou, où elle a été accueillie avec ferveur par les responsables du centre ainsi que les enfants orphelins. Le message était de réconforter la morale de tous ces enfants, mais elle n'était pas venue main bredouille. Elle a amené le sac des riz, ses moules, mais aussi plusieurs autres biens vivre et non vivre. Une façon de soutenir les orphelins et les enfants, n'ont pas manqué de prier pour que Dieu protège Aziza Mounana pendant les 5 ans dans sa mission noble étant député national. Après l'orphelinat, direction Institut supérieur de gestion à Jamaïque, où la présidente de la fondation Calixte Mounana et toute son équipe ont partagé un moment d'échange scientifique avec les étudiants pour les conscientiser sur les VIH-Sida. Un moment fructueux avec les étudiants qui ont compris la démarche de la sensibilisation noble que Aziza Mounana a pris comme cheval de bataille pour lutter contre le VIH-Sida. Nous sommes avec eux et nous sensibilisons, nous parlons beaucoup de la maladie pour qu'ils ne puissent pas se sentir seuls. Nous sommes là pour les accompagner directement ou indirectement. Je suis de celles qui croient dans le social avec les actions humanitaires avec impact. La fondation Calixte Mounana, dirigée par l'ambassadrice universelle de la paix, Aziza Mounana, a une mission d'accompagner les orphelins pour une bonne meilleure prise en charge et aussi une prise en charge médicale responsable. Enfin, la succession Mobutu a récupéré sa concession de Lubumbashi, à côté du grand hôtel Pullman Caravia. Le week-end dernier, le Conseil d'État a procédé au déguerpissement des occupants illégaux. La famille de l'ancien président Mobutu et son partenaire BNPP saluent l'avènement de l'état de droit et le courage du Conseil d'État qui a bravé les pressions politiques de tout genre. Les droits a été dit par le Conseil d'État. La succession famille Mobutu et son partenaire principal, BNPP Entreprises, ont récupéré officiellement en avril dernier cette concession de 19 hectares devant Pullman Caravia Hotel allant de l'entrée principale jusqu'au niveau de la plage, avec la saga judiciaire ayant opposé les spoliataires de la dite concession sous couvert de certaines personnalités politiques. Le Conseil d'État est resté droit dans sa sentence en donnant raison à la famille Mobutu comme propriétaire de cet espace. L'exécution de cet arrêt, accompagné de son propriétaire, est intervenue en avril dernier à Lubumbashi sous la supervision du huissier de justice. Un motif de satisfaction pour la famille Mobutu et son partenaire BNPP Entreprises qui récupèrent enfin leurs biens spoliés par des personnes se croyant au-dessus de la loi. La famille remercie le Conseil d'État pour ce verdict tout en saluant l'avènement de l'état des droits sous le président Tshisekedi. Il ne reste qu'à amorcer des grands travaux à impact visible. Pour rappel, c'est depuis 1989 que cet espace avait été cédé au fait président Maréchal Mobutu Sese Seko sous l'arrêté du 13 mars 1989 signé par le commissaire d'État en charge des travaux publics, urbanisme et habitat. Novation et création d'emplois, l'importance de l'entrepreneuriat pendant le cursus académique, thématique au cœur de la conférence à laquelle a pris part le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi-Mukendi, organisé mardi 7 mai dans la salle microfinance de l'université protestante au Congo par Bomoko University. Sujet hautement important ayant permis de réveiller l'esprit entrepreneurial au milieu des étudiants afin d'y appliquer avec beaucoup plus d'engagement, des consciences et des responsabilités. Invité à cette activité, Joseph Mbouyi-Mukendi, DG du FSPEJ, a non sans raison rappelé d'une part à l'auditoire la comptabilité qui existe entre les triptyques études, emploi, entrepreneuriat et d'autre part à marteler sur 4 phases ou défis majeurs
qui gravitent foncièrement autour de la vie d'une entreprise, à savoir l'idée d'entreprendre, la création d'entreprises, son développement et sa gestion. Le développement de l'économie passe par cet esprit entrepreneurial qui doit être multiplié, qui ne doit pas être additionné mais multiplié. Et pour ce faire, nous devons d'abord revoir le système. Le système, il est tel que la plupart des jeunes, lorsqu'ils finissent les études, la première des choses, c'est qu'ils voient comment est-ce qu'il faudrait faire de l'aide des demandes d'emploi. Alors, il faudrait commencer d'abord par changer le système, la mentalité. Et pour changer la mentalité, il faudrait commencer par leur dire le rôle que l'entrepreneur a d'abord dans leur vie, le rôle que l'entrepreneur a dans le système éducatif et le rôle que l'entrepreneur a dans notre pays. Et pour clore, le directeur général a invité les étudiants à l'auto-formation sur les secteurs qui les intéressent et d'éviter la procrastination qui caractérise beaucoup d'entre eux. Il y a eu quelques étudiants qui ont bénéficié d'un accompagnement venant du DG FSPEJ. Je tiens beaucoup plus à remercier les DG et je l'encourage également de continuer toujours à booster l'entrepreneuriat. Rappelons que la structure Bomoko University est un cadre des étudiants engagés à promouvoir les savoir-faire locaux. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Un groupe de plus de 100 députés nationaux veut obtenir le départ de Christophe Mbosso de la tête de l'Assemblée nationale. Il lui est reproché un laxisme au sujet du calendrier de l'élection du bureau définitif. Jusqu'à présent, aucune date n'a été fixée officiellement. À midi ce mercredi, un grave incendie a été signalé dans les installations de l'Office national de produits agricoles du Congo, NAPAC, secteur de Bukavu. Les feux restent d'origine encore inconnue jusqu'à présent. 2 ans plus tard, toujours pas de nouvelles sur les appels d'offres pétroliers et gaziers lancés par le gouvernement. Le mouvement Le Congo n'est pas à vendre est de nouveau monté au créneau pour dénoncer les lacunes dans la procédure. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Une délégation des cadres et syndicalistes de l'Office national de transport a séjourné à Lomé au Togo du 5 au 8 février 2024. Objectif, visiter Lomé Container Terminal LCT, un hub de transbordement important pour le groupe MSC et leader mondial du transport des containers afin de se rendre compte de sa capacité à développer les terminaux portuaires en Afrique, amener les volumes et la volonté de poursuivre le projet du terminal container du port de Matadi. Ceci en vue de matérialiser la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, exprimée lors de la visite de ce terminal effectuée en 2020. Après une séance de briefing, la délégation est allée à la découverte des installations de Lomé Container Terminal LCT, une société anonyme créée en 2008 suite à la signature du contrat de concession entre le groupement d'entreprises Terminal Investment Limited SAL TIL et China Merchant Ports Holding Company Limited, filiale de MSC et le TAC togolais. Opérationnel depuis 2014, LCT est un modèle de succès non seulement pour le Togo, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Sous la conduite des techniciens de LCD, les agents et syndicalistes de l'ONATRA ont visité les simulateurs et le terminal. Ils ont été émerveillés par la qualité d'engins disposés par LCT, dont la grue portique de quai ayant une valeur de 11 millions de dollars américains. Ici, seul le langage de machine se mettant en symbiose est entendu. Pas d'attroupement, les contractants et clients sont tous gérés à l'extérieur. Nous sommes venus voir, palper du doigt, voir un ce que LCT a fait au Togo. Et si l'infrastructure va aussi nous impressionner, ainsi que les équipements, et on verra la suite. Parce qu'il y a non seulement l'infrastructure ou les équipements, il y a aussi l'aspect du personnel. Je crois le département avait évoqué, il avait posé cette question pour préserver un peu l'emploi, parce que lorsqu'il s'agit bien de la privatisation ou mise en concession,
Et nous haussons toujours le ton. C'est par rapport à ça. Parce que nous sommes obligés de protéger l'emploi. Obligés. Parce que c'est là que les tons montent lorsque les clauses ne sont pas vraiment claires. Mais à cette phase, ce n'est pas encore ça. Nous sommes venus pour voir, visiter, comme l'œil a vu. Et on laissera le temps au cerveau aussi de digérer un peu. Un jour après, soit le mardi 6 février 2024, la délégation des agents de l'ONATRA a échangé avec le directeur général de LCT ainsi que la délégation syndicale en présence du directeur des ressources humaines de cette société. L'objectif était de voir quelle politique LCT a mise en place pour qu'il puisse y avoir un climat social apaisé dans l'entreprise, un dialogue fluide avec les délégués du personnel. Ils sont venus pour juste voir comment nous fonctionnons et comment nous avons pu régler les problèmes, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées et comment nous avons pu contourner ces difficultés. De l'avis de Thibault Chaudet-Filmon, manager Terminal Investment, les agents et syndicalistes de l'ONATRA ont été impressionnés par le LCT et les investissements du groupe au Togo. Le but de cette visite est de montrer aux agents de l'ONATRA la capacité du groupe MSC à développer des terminaux portuaires en Afrique, montrer leur capacité à amener des volumes et notre volonté de poursuivre le projet à Matadi. Pour sa part, le directeur général de LCT dit avoir passé le message de son entreprise qui a une organisation basée sur les valeurs et le respect mutuel. Tous les 2 ou tous les 3 ans, nous négocions un accord collectif avec les représentants du personnel. Nous sommes maintenant à 1600 employés et nous avons commencé avec 300 employés. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, nous sommes allés de 300 à 1600. Les salaires ont évolué pendant ces 10 ans. Ils ont même plus que triplé. Après la visualisation du film sur le développement du terminal de Matadi, M. Masri Youssef, directeur général adjoint de Lomé Container Terminal SA, en poste depuis 2021, a démontré que l'une des initiatives mises en place à Lomé, c'est d'avoir un centre de formation où tous les opérateurs et pointeurs suivent des formations. Ceci a été suivi par une visite de l'autorité portuaire du port autonome de Lomé où le contre-amiral Fogour Adénion a expliqué la genèse de son entreprise ainsi que le bien fondé d'une mise en concession. La délégation des agents et syndicalistes de l'ONATRA a aussi été reçue par le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, M. Kokou Edenteng. De son avis, LCT a permis de changer l'image du pays. Aujourd'hui, Lomé fait partie des 100 premiers ports à conteneurs du monde et de 4 premiers ports à conteneurs de l'Afrique derrière le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. La visite du terminal et la consécration de cette tournée de la délégation syndicale de l'ONATRA qui leur a permis de palper du doigt ce qui sera fait à Matadi dans les années à venir. De l'avis du président de la délégation syndicale nationale de l'ONATRA, Patrice Lusansou, et du chef de la délégation, Chorangambe, cette visite se résume en ceci: nous sommes venus, nous avons vu et approuvé. Ce que nous avons vu et entendu, c'est un peu convaincant. Convaincant par rapport aux infrastructures et puis sur le plan équipement, c'est déjà bon. On ne peut pas dire que Matadi doit rester comme ça parce que auparavant Matadi n'était pas ce qu'elle est devenu aujourd'hui. On doit toujours rénover et réhabiliter. On ne peut pas dire que Matadi doit rester comme ça, non, non, loin de là. L'ONATRA est pour parler en discussion d'affaires avec le partenaire qui ont développé ces ports et nous croyons que les choses vont aller pour le mieux et que nous vivions aussi cela à Matadi précisément. Chorangambe a profité de l'occasion pour saluer le passage du président Félix Tshisekedi à Lomé et la vision qu'il a eue sur l'amélioration des conditions de l'exploitation portuaire, sur l'établissement d'un équilibre mondial en termes d'exploitation portuaire, que le Congo soit grand dans ce domaine.